Trouble de la personnalité limite, partie 3. Pourquoi il n'y a rien à faire pour... Ils ne peuvent pas s'améliorer. C'est gros, mais on l'a entendu, on l'entend de moins en moins, et c'est fort heureux. Des préjugés également, c'est des manipulateurs. Ce qu'il faut faire, c'est les cadrer, il faut leur mettre des limites. Donc, le cadre est important, mais quand c'est au détriment de l'accueil, des fois, on a l'impression qu'ils ont suscité tellement d'expériences, d'échecs thérapeutiques ou d'impuissance que les intervenants en sont venus à développer une aversion. Pour la clientèle, ils en ont presque peur. Moi, ce que je vois comme préjugé là, qui vient me chercher un peu, c'est que il y a comme il y a une espèce de dicton qui dit là, dans le milieu psychiatrique québécois que des patients à trouble de personnalité limite, on n'hospitalise pas ça puis qu'ils les mettent à la porte des urgences rapidement. Ça me met un peu en colère parce que c'est pas parce qu'il y a ce dicton-là qui court, c'est clair qu'on... Avez-vous entendu? Les troubles de la personnalité limite, c'est dangereux et on les sort de l'urgence rapidement. C'est des urgences, c'est des hôpitaux. Et bien des fois, ils nous refusent. Vous rendez-vous compte? Nous sommes dans un pays libre, dysfonctionnel. C'est que des hospitalisations à long terme ne sont pas aussi souhaitables. Puis il y a des projets de recherche qui suggèrent que c'est peut-être préférable d'éviter des longues hospitalisations. Même les hospitalisations pour des soins spécifiques en troubles de personnalité ne donnent pas des aussi bons résultats que le travail qui est fait en externe. Mais quand même, les gens qui ont des troubles de personnalité limite ont beaucoup de comorbidités, ils peuvent faire des vrais troubles anxieux, ils peuvent faire des vraies dépressions, ils peuvent être des fois psychotiques et des fois ils ont besoin d'être traités puis observés pendant plus que 24 heures. Et ça me choque beaucoup quand les gens les remettent à la porte sans comprendre que la personne ne s'est pas suffisamment calmée puis n'a pas repris sa contenance pour être capable d'être fonctionnelle. Puis je me souviens justement d'un patient que je suivais qui avait des traits de personnalité antisociaux, mais il était surtout et de façon majoritaire psychotique. Puis là, ils ont dit, il est traité par Suzanne Renaud, c'est un trouble de personnalité, mettons-le à la porte. Là, je m'arrachais les cheveux, je disais, voyons donc, ce patient qui est psychotique, c'est clair qu'il y a des difficultés de fonctionnement, mais il est psychotique d'abord et avant tout. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des préjugés. Avez-vous entendu? C'est un psychotique, il faut le mettre à la porte. Je vous ai dit quelques minutes plus tôt. Les psychoses, vous pouvez tuer votre meilleur ami. Vous pouvez faire des choses extrêmement dangereuses. Et les hôpitaux disent, ce sont des psychotiques, mettons-les à la porte. C'est quoi? C'est les policiers qui vont s'en occuper? Encore des questions à se poser. Et qui peuvent être là, puis c'est vraiment dommage, là, ça me dérange beaucoup quand j'entends ça. Pourquoi a-t-on retourné si rapidement ma fille à la maison lors de sa dernière hospitalisation? 3 ans après le suicide de Marie-Soleil, c'est une question à laquelle Daniel n'a toujours pas trouvé de réponse. La dernière fois que Marie-Soleil s'est retrouvée en institution, ça a été assez de courte durée. Le pourquoi qu'elle est sortie aussi rapidement. Alors, on a cru, ils veulent faire de la place à l'hôpital. C'est un manque de clarté là, c'est ça que je veux dire. C'est ce côté-là qui a fait qu'on se pose des questions. Puis, elle a sorti trop vite. La grosse question, c'est ça. Là. La première chose qui m'est venue en tête, honnêtement, là, oui, ces souffrances sont terminées. Mais ça a été la colère. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici avec la voiture, j'ai intercepté l'ambulance. Dans ma tête, je me disais, je le savais, c'était Marie-Soleil. Il se passait de quoi, là? C'était pas la première fois. Mais là, tu croises l'ambulance, tu te dis, on a encore espoir. Ben, probablement encore vivant. Alors, tu arrives ici, puis là, tu as ton beau-frère qui te dit, c'est fini. Mais là, c'est un rêve.
dans un rêve, dans un cauchemar. Tout est au ralenti. Il y avait 3 voitures de police. Tu rentres, mon épouse qui pleurait, qui était en plein milieu du salon, puis tout était au ralenti. Et là, c'était où ça s'est produit. C'est idiot, là. Où ça s'est produit? Je m'en vais dans le garage. Les enquêteurs me disent, M. Fortin, voulez-vous, s'il vous plaît, ne touchez à rien, parce que là, on était là, carrément dans une scène de crime, parce que les policiers ont fait leur travail, tout simplement, puis c'était ça. Puis c'était de la colère. J'ai donné des coups de pied partout. Il fallait que je me ressaisisse, parce que là, imaginez-vous donc, les policiers nous demandent, ma femme et moi, d'aller à l'hôpital, identifier notre fille. Et j'ai trouvé ça tout à fait, moi j'ai trouvé ça difficile, parce que là, tu es tout dans un état d'âme. J'aurais pu tout simplement faire un accident avec la voiture. Heureusement, on avait déjà notre petit ange au-dessus de nous autres, il faut croire. On arrive à l'hôpital, c'est idiot, on se dit, j'espère qu'ils ne me feront pas attendre, là. Hein? Honnêtement, je vous le dis, je me suis dit ça, là. Hey, là, je pète ma coche, là, tu sais, comme on dit. Non, ça s'est très bien passé, ils le savaient. Tout de suite, ils nous font passer dans un petit salon. Et là, ma fille était super belle. C'était lâche. Et là, tout était fini. Très difficile. Les grands décès. Avez-vous entendu, mesdames et messieurs? C'est une fille qui s'est perdue à jamais. Et elle a été libérée de son hospitalisation très rapidement avant sa dernière tentative de suicide et elle est décédée. Nous devons nous demander, moi je vais vous le dire, c'est vraiment d'autres psychiatres qui ont interdit ce film-là, en disant que ce n'était pas vrai et que ce n'était que du mensonge. Nous devons nous demander qui est le coupable. La médecine, les policiers, le ministre de la Santé, Philippe Couillard peut-être. À l'époque, c'était beaucoup plus Jean Charest. Mais qui est le coupable? L'incompréhension de la population? Les imbéciles au coin des rues que leur devoir est de faire chier le monde? Les petites filles de 8 ans qui se traitent de putes mutuellement dans les cours d'école? Où est la réponse? Pour compte, ce sont souvent les parents et les proches qui, eux, subissent les dommages collatéraux du TPL. Mais il existe de l'aide. La Fédération des familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale regroupe plusieurs associations à travers le Québec dont le mandat est d'assister les proches. Patrice Maccabé dirige l'une d'entre elles. Donc, à l'Alphabet, on est un organisme communautaire qui offre des services de soutien, d'entraide aux membres de l'entourage d'une personne qui est atteinte de maladie mentale. Entre autres, le trouble de personnalité limite, qui est la problématique qui occupe la plupart de nos services, car les familles, c'est probablement la problématique qui ont le plus de difficultés à accompagner un proche atteint. Et donc ça se répercute de différentes façons au niveau des services. Donc, il y a des groupes d'entraide qui sont offerts, il y a de l'écoute téléphonique, la formation. À l'Alphabet, on a un programme de formation pour les proches qui dure 18 semaines, à raison de 3 heures par semaine. Donc, c'est un programme psycho-éducatif qui est assez exigeant pour les familles, mais qui répond bien à leurs demandes, à leurs besoins. Par rapport aux maladies mentales générales, mais évidemment, avec le trouble de personnalité limite, ça va être vraiment les changements de comportement, la colère. Donc ça, évidemment, pour la famille, c'est difficile de comprendre, de devenir empathique, parce que quand ça dure pendant plusieurs années, souvent le parent oublie que c'est la problématique ou le symptôme qui vient jouer dans la relation et non la personne
personne en tant que telle. Donc ça, avec la formation et l'accompagnement qu'on fait, ça permet aux gens de redevenir un peu plus empathiques par rapport à leurs proches. Mais plus spécifiquement, au niveau des difficultés, au niveau de la famille, c'est lors de l'hospitalisation. La première hospitalisation, souvent, est difficilement vécue. On va voir tout ce qui touche aux tentatives de suicide. Évidemment, ça va les affecter grandement, donc il manque d'outils d'information. La sortie de l'hôpital aussi est une situation qui peut se retrouver, qui peut être problématique pour les proches parce que souvent ils ne sont pas avisés que leurs proches ont eu un congé à l'hôpital parce que toute la question de la confidentialité. La confidentialité, c'est un des dossiers majeurs au niveau des proches parce que souvent l'équipe traitante peut demander de l'information de l'entourage, ça c'est quand ils le demandent, mais il n'y a pas de rétroaction. Donc on va trouver des situations loufoques où le parent qui héberge chez lui un adulte qui est atteint de maladie mentale, 18-25 ans par exemple, est hospitalisé et finalement la personne revient à la maison et le parent n'est pas capable d'avoir d'informations parce qu'il y a le joug de la confidentialité, la grande confidentialité. Ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres problématiques. Par exemple, en oncologie, on va voir souvent l'équipe traitante qui va essayer de donner le maximum d'informations sur la problématique à la personne qui souffre de cancer. Puis, tant de l'alimentation, la médication, puis qu'est-ce qui peut être fait pour faciliter ce passage-là dans la maladie. Tandis que quand on parle de santé mentale, à moins d'avoir vraiment une équipe traitante qui est ouverte à ce partage d'informations-là, la famille n'aura pas d'informations. Maintenant, quand... Avez-vous entendu, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est diagnostiqué d'un cancer, toute la famille le médecin va expliquer très bien tout ce qu'on doit faire à la famille. Mais dans un cas de trouble de santé mentale, l'infirmière et le médecin n'expliquera pratiquement rien. Car il va y avoir des professionnels qui vont penser et se dire qu'il n'y a rien à faire, donc ça ne sert à rien de parler à la famille. Où est le problème? Où est la solution? Qu'est-il de l'avenir des personnes souffrant d'un trouble de la personnalité limite? Quels sont les éléments qui font obstacle à un éventuel rétablissement? C'est clair qu'il y a une hypothèse psychosociale qui dit qu'on a des sociétés qui sont beaucoup moins structurées, qui n'ont pas donné l'encadrement aux enfants suffisant pour qu'elles apprennent, pour qu'une fois qu'elles sont des personnes adultes, elles apprennent à vivre leurs émotions, à ne pas agir de façon impulsive, qu'ils n'ont pas appris à justement se cadrer puis avoir une éducation qui leur permet de vivre les choses autrement que de façon impulsive et puis désorganisée, que ça pourrait avoir promu le développement de troubles de personnalité limite. Parce qu'il y a quelques années, même moi, quand je faisais ma résidence, les gens étaient beaucoup plus névrotiques. Ils étaient plus, excusez le terme en bon québécois, pognés par en dedans, c'est-à-dire qu'ils se posaient plus de questions, ils étaient plutôt anxieux. Ils se mettaient en question beaucoup, ils étaient beaucoup coupables s'ils ne répondaient pas aux fonctions d'autorité. C'est clair que notre société a changé et qu'elle ne donne plus aux enfants et aux personnes qui grandissent ce genre de cadre-là. Alors ça donne peut-être un produit social différent. Une autre facette importante du trouble de personnalité, c'est l'expérience fondamentale que je ne suis pas capable d'être autonome, je ne suis pas capable, moi, en collaborant avec le milieu, à poursuivre des buts adultes. Et ça vient jouer dans la thérapie. La personne peut consulter assidûment, mais dans cette fantaisie, si on veut, que le thérapeute ou la société ou des proches vont le prendre en charge. Moi, je me sens impuissante et j'en ai pas de solution, mais toi, sans que j'aie à m'activer, tu vas prendre en charge mon rétablissement. Et c'est le premier défi auquel on doit faire face, d'aider le client à réaliser la part de contrôle qu'il a sur sa propre vie. Ce que j'ai à voir dans le fait que je vais mieux, c'est sûr qu'il y a une grosse partie que c'est moi qui ai décidé d'arrêter d'être une victime puis d'arrêter de subir ce que je me faisais vivre en plus la plupart du temps. C'est quand je me suis rendu compte que la plupart des souffrances que j'avais étaient causées par moi. Ça m'a vraiment fait du mal. Là. Sur le coup, ça m'a vraiment blessé
j'ai dit, Colin, j'ai tellement souffert, puis c'était souvent par ma faute à moi, puis c'était pas les autres, là, c'était moi ma façon que je voyais l'affaire qui faisait que je me détruisais. Ça m'a fait beaucoup de mal, là. Mais maintenant, c'est que je suis conscient de ça. Fait que des fois, ça arrive encore quand je passe sur l'autre voie, la voie que j'ai toujours pris avant. C'est normal que ça arrive encore. Mais je réussis à me ramener et à me dire, ben voyons, là, c'est pas de même, là, arrête, là. C'est bien trop fou ce que tu penses, là. C'est tellement extrême, là. Calme-toi, là. Puis essaye de voir, là, je me pose des questions comme on fait, c'est ça qu'on fait en thérapie. On se pose des questions de pourquoi. Des fois, c'est fatigant, là. Puis je suis pas habitué de faire ça, mais ça m'aide, là. Puis ça fait que je me calme et je me dis, ouais, il a peut-être fait ça à cause de ça, il a peut-être même pas voulu, il a peut-être jamais pensé me faire du mal. Puis moi, j'ai tout interprété ça, puis j'étais là d'habitude pour ça. Là. Puis ça l'aide pour beaucoup. Puis c'est vraiment moi qui ai décidé d'arrêter d'être une victime, puis d'arrêter de faire souffrir les autres aussi. Parce qu'en étant de même, ça fait souffrir ma fille, ça fait souffrir ma blonde, ça fait souffrir le monde autour de moi. Je crois qu'un progrès significatif peut être obtenu quand des deux côtés, le thérapeute et le client, il y a un investissement important. On peut aussi, plutôt que de parler de guérison, parce qu'il faut voir d'où on part. Si on part d'un trouble très sévère, je pense que c'est illusoire, bien souvent, de croire à une résilience complète, mais on peut le voir comme une diminution graduelle du degré de sévérité. Mais ça peut faire une bonne différence dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui était presque quotidiennement, en tout cas plusieurs fois par semaine, dans des crises affectives, qui ne l'est plus qu'une fois par 3 mois. Ça change une vie. Quelqu'un qui n'arrivait pas à travailler tellement les interactions avec les personnes étaient intolérables et le réactivaient, peut maintenir un emploi stable. Ça fait une différence. Il y a un deuil à faire. OK, c'est pas aussi vite ou c'est pas autant que j'espérais, mais il y a une réelle gratitude et une réelle appréciation quand les changements sont poursuivis avec assiduité. Ce sont des personnes très courageuses. On parlait tantôt de préjugés. On les dit souvent peu motivés, ambivalents. Lorsqu'ils sont placés dans un contexte thérapeutique qui est adéquat pour eux, ce sont des clients très persévérants, très courageux. Qu'est-ce qui fait que je vais mieux? C'est que, premièrement, j'ai appris que j'étais aimable parce qu'on m'a prouvé qu'on m'aimait. J'ai eu la preuve que des personnes qui étaient hors de ma famille ou hors de mon cercle immédiat pouvaient être attirées par moi. Donc ça m'a aidé à mon rétablissement parce que je suis très bien entourée. Je suis proche de ma famille, j'ai un chum, j'ai ma soeur, j'ai des amis qui m'aiment et puis qui m'écoutent. La clé aussi, c'est la communication. Il faut parler. Il ne faut pas garder pour soi parce que ça fait juste accentuer l'inquiétude de la part des proches. Mais quand on leur dit vraiment qu'est-ce qui se passe, ça leur démontre qu'on leur fait confiance. Il y a aussi le désir de changer, parce qu'on peut vouloir changer, mais rien faire. Ce qui fait que je vais mieux aujourd'hui aussi, c'est ma thérapie. Parce que pendant 2 ans, j'ai eu un cerveau extérieur à moi, parce que mon cerveau, je n'étais pas capable de m'en servir de façon adéquate, comme je pourrais dire. Donc, c'est vraiment les thérapeutes qui ont joué le rôle de ma raison, puis qui ont réglé le thermostat des émotions, en me mettant en perspective les choses que je jugeais de façon erronée. Donc, j'ai appris avec ça à me servir moi-même de mon cerveau, puis j'ai plus besoin d'un cerveau extérieur aujourd'hui. Les choses que j'aurais à dire aux gens qui sont TPL, c'est vous autres qui décidez. Même si c'est sûr que si tu es souffrant maintenant, tu dois dire non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à ça, c'est de la faute à ça, c'est de la faute à ça. C'est de ta faute aussi. Puis c'est tout quelque chose que tu es mal programmé. Hein. C'est pas vraiment. C'est de ta faute, mais en même temps, c'est pas vraiment de ta faute. C'est ça qui est le problème. C'est que tu es
mal programmé par rapport à ce que tu as pu vivre plus jeune. Puis tu t'es programmé d'une façon qui est complètement déphasée de la réalité. Puis ça s'arrange. C'est dur, là. Je dis pas que c'est facile, puis que ça se fait de même en claquant les doigts, là. J'ai arrêté de prendre la drogue, puis c'était plus facile que ça. Mais c'est difficile, mais ça se fait. C'est long, c'est des fois plate, c'est souffrant. Mais de plus en plus ça va dans ma thérapie, dans mes choses, plus loin que je suis. Et je suis sûr que moi je suis capable, là, tout le monde est capable. Marie-Soleil n'aura pas vécu assez longtemps pour réaliser jusqu'à quel point elle exerçait un pouvoir sur sa détresse. Avez-vous vu le visage de cette petite fille? Avez-vous vu? C'est une beauté. Elle est d'une beauté resplendissante. Cette petite fille-là est morte par suicide, médicament ou bien automutilation. Avez-vous vu tout l'amour qu'elle a dans le visage? Cette petite fille-là a sûrement vécu beaucoup d'intimidation à l'école par la jalousie des autres petites filles qui le voyaient qu'elle était belle. La jalousie, la méchanceté, l'intimidation, la discrimination, le taxage, tout ce qui peut se passer dans une école primaire ou secondaire. C'est problématique et il y a bien des gens qui ne sont pas capables de régler le problème dans les écoles. Et c'est un problème qui sera très dur à régler. Mais pourtant, il y a des belles petites filles comme ça, de beauté resplendissante, qui doivent mourir par suicide. Les mesures nécessaires à cette prise de conscience n'ont pas été assez solidement mises en place autour d'elle. Ce qui s'est passé, ce que Marie-Soleil était, parce qu'en fait, souvent, on va dire la société. Mais je pense que c'est l'affaire de tout le monde, finalement. En soirée, elle s'accroche à ses rêves et se dit qu'elle fera tout pour y arriver. Que personne ne peut l'empêcher de vouloir être utile à la société. Cette fois, la société a mal joué. Car ce soir-là, quand le soleil s'est couché, Marie nous a quittés. C'est un film qui a été réalisé par Étienne Gervais. Étienne Gervais a aussi fait un livre. Il a aussi écrit un livre il y a quelques années, quand je suis sorti de mon hospitalisation et tout. Ça, le documentaire, c'est Les miroirs déformants. Allez voir sur Archambault Étienne Gervais et vous allez voir L'ennemi en moi. C'est ça. Le livre, c'est L'ennemi en moi d'Étienne Gervais. Le film que vous avez vu, que je vous ai fait regarder, a été interdit et tout par d'autres médecins. Mais pourtant, c'est un film qui donne plein de trucs et qui va aller sensibiliser les gens. Mais c'est un film qui a été interdit après seulement quelques semaines. Après sa mise en... Après que le film soit sorti et en tablette, il a été interdit. Par d'autres médecins qui trouvaient que ça servait à rien de faire des films documentaires comme cela. Donc, moi je vous dis, la médecine doit changer. C'est plate à dire, car c'est des gens qui ont des doctorats et qui, bien des fois, qui sont milliardaires. Mais, bien des fois, c'est des médecins, pas tous. Il y a des médecins que je connais que c'est des anges et qui font très bien leur travail. Mais en même temps, il y a des médecins que leur désir, c'est de finir leur journée et de pouvoir aller jouer au tennis en double avec leurs femmes. Je me suis fait traiter par des médecins. Des médecins m'ont dit que je n'étais qu'une tapette et qu'il n'y avait rien à faire avec moi. Des psychiatres à Sacré-Cœur et tout. Allez voir Docteur Rating. C'est un site pour pouvoir donner des notes à ces médecins. Et allez voir certains médecins psychiatres québécois. Vous allez être surpris, mesdames et messieurs. Sincèrement,
il y a beaucoup de travail à faire, mais pourtant il va toujours y avoir des imbéciles sur cette terre pour causer du stress et de la tristesse à des gens sensibles ou pour, est-ce qu'on peut dire, naïfs et fragiles, et il va toujours avoir du monde pour se foutre de notre gueule et nous faire pleurer. Mais nous devons nous dire que le monde changera un jour. Peut-être qu'on va avoir un nouveau premier ministre au Québec. On va avoir un bon ministre de la Santé, mais il y a beaucoup de travail à faire. Pour les gens qui souffrent de troubles de la personnalité limite, je voudrais vous dire, faites-vous de bons amis. Et quand vous voyez que les gens sont méchants et tout, et qu'ils ont l'air profiteurs, éloignez-vous. Dites-vous que vous n'avez pas besoin de vous automutiler. Vous pouvez vous diriger vers la peinture, le tricot, le yoga. Moi, le tricot, ça m'a fait beaucoup de calme. Quand je suis en crise, tricoter, ça m'aide beaucoup. Dites-vous que vous allez toujours avoir quelqu'un pour vous aider. Et tout. Il y a des lignes aussi d'écoute, telle aide, telle écoute, gay écoute, suicide action, l'autre maison, phobie zéro. Vous pouvez trouver toutes ces lignes-là sur Internet et tout. Et je vais vous les laisser dans le bas de la page. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.